Bonjour à tous et surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Les 7 clés du bonheur en amour quand on est hypersensible. Je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach avec mon conjoint Ricardo au centre Anisen qui se trouve à Bulle. Nous consultons sur place ou à distance en fonction de vos convenances. Et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Alors, si vous me connaissez déjà, ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez fidèles, que vous suiviez mes vidéos. C'est très important pour nous, pour notre mission, pour nous sentir nourris aussi dans ce que nous faisons, de savoir que c'est utile, que ça rend service, que ça vous apporte des clés et que ça vous permet de mieux vivre au quotidien votre hypersensibilité. Alors surtout, si vous aimez nos vidéos, ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un commentaire. Ça nous ferait vraiment très plaisir et ça permet aussi d'augmenter notre visibilité afin que de plus en plus de personnes puissent avoir accès à nos contenus. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ce thème de l'amour hypersensible, d'abord l'amour pour soi, puis dans les relations, vous avez aussi l'opportunité de vous joindre au groupe L'amour hypersensible, qui est un groupe privé, où je partage diverses clés et où je vais continuer de partager sur ce sujet fascinant de l'amour hypersensible. Alors peut-être que vous vous posez la question un peu pourquoi j'ai envie maintenant de m'orienter sur ce thème des relations. Eh bien c'est parce que pour moi, peut-être que vous l'aurez compris au fil de mes vidéos, mon hypersensibilité n'a évidemment pas toujours été facile, surtout quand j'avais pas connaissance de ce que c'était, de ce que ça voulait dire, de ce que ça impliquait, surtout quand je savais pas prendre soin de moi et que en plus je me dénigrais à cause de ça. Alors ce qui me posait le plus de soucis, c'était évidemment l'émotionnel, comme c'est souvent le cas, en particulier dans la profession que j'exerçais, qui était un métier très compétitif dans le domaine pharmaceutique. Alors ça m'a obligée, on va dire, à aller au bout de moi-même, au bout de mes recherches et investigations sur la connaissance de qui j'étais. Donc j'ai perdu énormément d'énergie à essayer de devenir normale pour finalement laisser tomber le jour où j'ai appris que il n'y avait pas de moyen d'être normale parce que c'était mon cerveau qui était câblé différemment. Depuis évidemment, alors je vous dis pas que ça a été simple, hein, là je la fais courte, mais bon ça a été un deuil quand même pas si simple à passer, surtout que j'avais investi beaucoup d'énergie et de temps à essayer de devenir normale, à essayer de changer des choses qui étaient possibles à changer. En tous les cas, eh bien ça m'a permis quand même finalement le jour où j'ai appris qu'il n'y aurait pas moyen de changer, de commencer à investir mon énergie, à accepter en fait, à comprendre. Donc ça, je pense vraiment que c'est la première étape quand on a une personne hautement sensible, c'est de comprendre. Et on ne peut pas s'accepter si on ne comprend pas. Donc à un moment donné, c'est un peu comme si on en voulait finalement à quelqu'un qui a le diabète d'avoir besoin de prendre de l'insuline. Et ben c'est comme si on en veut à un hypersensible d'avoir beaucoup d'émotions. C'est des choses, ben, voilà, on est né avec, on ne peut pas faire autrement. Après, c'est vrai que pour l'hypersensibilité, il y a quand même des moyens de le vivre mieux. Notamment, il y a des moyens aussi de mieux vivre avec son émotionnel, d'apprendre à le vivre, à l'accepter. Et ça, c'est aussi une des clés très importantes, évidemment, pour entrer en relation, dans des relations saines. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de cet aspect du contrôle dans les relations. Alors, j'avais déjà publié à l'époque une vidéo qui s'appelle Stop Control. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, ben, pourquoi pas. À un moment donné, si vous n'avez rien à faire, allez jeter un coup d'œil. Et l'autre titre de cette vidéo, ça pourrait aussi être L'amour ne meurt jamais. Parce que qu'est-ce qui nous pousse à contrôler le plus souvent? Ben, c'est le manque de sécurité. Le manque de confiance et de sécurité intérieure qui nous met dans des peurs. Alors, ben, j'en ai déjà un peu parlé aussi dans les premières clés, la clé numéro 1 et la clé numéro 2, c'est ces peurs de, voilà, moi je mérite pas, je suis pas assez bien, c'est un problème mon hypersensibilité, c'est pas comme ça que je vais y arriver, il faut que j'apprenne à faire mieux, à faire différemment. Et puis finalement, on se donne à soi-même l'injonction de changer des choses qu'on ne peut pas changer. Donc voilà, j'avais envie aussi aujourd'hui un petit peu d'aborder ce thème du fait que ben
ça veut aussi dire apprendre à lâcher prise. Alors moi, je ne vous cache pas, ce terme, je le déteste. Il est devenu galvaudé. On entend à toutes les sauces. Il faut tout le temps lâcher prise, être en permanence serein. Comme si, voilà, c'était mieux dans la vie d'atteindre un état de paix qui ne s'arrête jamais, de béatitude, etc. Alors que la vie, c'est tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps des changements. Et surtout quand on est hypersensible, c'est important de savoir ça. C'est qu'on a besoin aussi un peu de ça, on a besoin d'être stimulé d'un certain niveau de stimulation qui nous convient. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'on part vite dans le trop, mais donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, à mon avis, c'est très très important de rencontrer l'amour, d'abord avec soi-même, c'est vrai, mais après, moi j'ai envie de vous dire, ça ne s'arrête pas là, parce que s'aimer soi-même, c'est bien, c'est un point de départ, mais après, on a quand même besoin, à mon avis aussi, d'être nourri dans ces relations. Ça apporte une autre dimension à la vie, ça permet aussi d'évoluer, parce que justement, c'est clair que si on vit seul, ce que moi j'ai fait par exemple pendant très longtemps, eh bien, quelque part, il y a quelque chose de confortable là-dedans, mais ça stagne aussi. Donc finalement, moi, ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir apprendre à vous aimer vous au travers des relations, parce que c'est aussi les relations qui sont un outil fantastique d'éclairage sur soi. Alors, pour diverses raisons, si par exemple, je suis en relation avec quelqu'un qui m'aime véritablement, qui peut véritablement apprécier mes qualités et même d'ailleurs apprécier ma sensibilité, si moi, j'arrive pas à l'aimer pour moi-même, jamais je peux croire que ça puisse être vrai. C'est-à-dire qu'il pourrait même essayer de me rassurer indéfiniment, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il n'y a pas chez moi une graine qui permet à cette comment dire, à cette idée, à ce concept, à ce paradigme d'évoluer, de grandir. J'en ai parlé beaucoup dans la clé numéro 2, on n'a rien à faire pour être aimé. Donc on n'a pas à correspondre à quoi que ce soit, à qui que ce soit, on n'a pas à être d'une certaine façon ou d'une autre. C'est notre droit de naissance. D'ailleurs, quand un enfant vient au monde, un nourrisson, à part dormir, faire caca et manger, il ne sait rien faire. Et pourtant, on l'aime incroyablement et immensément. Bon, vous me direz, c'est peut-être aussi parce qu'il ne parle pas encore et qu'il ne vient pas encore nous titiller là où ça fait mal. Mais quand même, disons, c'est quelque chose, c'est une clé, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo de la clé numéro 2, c'est vraiment ultra important comme base pour développer vraiment la confiance en moi. Sinon justement, je vais commencer à avoir plein de peur et puis je vais commencer à me dire, moi il faut que je corresponde à un certain dictat. Ce que moi j'ai fait pendant longtemps par exemple, donc j'ai essayé de faire plein de trucs pour changer. Alors c'est ça, les choses que j'ai faites, les thérapies que j'ai faites, je sais pas, les vingtaines de formations que j'ai faites de développement personnel n'étaient pas, elles, négatives en soi. Le problème, c'est l'intention avec laquelle je les faisais, avec cette volonté, cette attente inconsciente que j'allais pouvoir devenir normale. Au lieu d'apprendre vraiment à m'accepter déjà telle que j'étais à ce moment-là, sans pour autant, à la limite, renoncer totalement à s'améliorer, mais au moins dire, ok, ben voilà, moi je suis comme ça, c'est comme ça, et puis pourquoi je ne pourrais pas être aimée comme je suis. Finalement, il y a plein de gens aussi qui sont très émotionnels et qu'on aime beaucoup, et parfois on prend comme ils sont. Voilà, on dit, bah celui-là, il est un peu, voilà, il est comme ça, il est un peu impulsif, faut le prendre comme il est, pour pas faire trop attention à ça, et puis voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est aussi nous, finalement, qui, en tout cas, en tant qu'hypersensible, on est ultra méga doué pour faire de l'autoflagellation, ça c'est certain. Et si on n'arrête pas à un moment donné ça, vous me direz, bah, c'est facile à dire, c'est clair, mais ça commence quand même par là. Donc c'est de tranquillement, gentiment, petit à petit détecter ces petites pensées parasites, toxiques, qui viennent vous rabâcher dans la tête que vous êtes un problème et que la façon dont vous êtes et vos émotions sont le problème, parce que c'est vraiment pas du tout ça. Justement, après, si on pense qu'on ne mérite pas, on ne peut pas croire que ça nous arrive. Par exemple, si je suis dans une relation avec une amie, si je suis au travail même avec un chef qui me comprend, qui me valorise, qui est dans une démarche de mentorat, si je suis dans un couple avec un partenaire qui me comprend, qui m'aime, etc. Si je ne pense pas mériter, je vais me dire, oh non mais
enfin, il y a un bug en fait. Un jour, tout va me sauter à la figure parce qu'ils vont se rendre compte en fait que, etc. Et là, c'est le syndrome de l'imposteur qui se met en place tranquillement, mais sûrement, et qui va continuer d'alimenter tout ce système de pensée. Il faut savoir aussi que le cerveau, il apprend comme ça. C'est-à-dire, il intègre un peu des paradigmes, des façons de penser et il en construit après sa réalité. Parce que justement, le cerveau, c'est un outil qui est fantastique, mais qui est, je dirais, qui est assez peu finalement objectif et rationnel. Dans un certain sens, parce que finalement, il ne peut concevoir de la réalité que ce qu'il connaît déjà. Je vous donne un exemple. Si vous arrivez dans un rond-point, vous allez chercher une voiture qui arrive et vous risquez, et ça arrive malheureusement parfois, vous risquez de ne pas voir la moto ou le vélo qui arrive parce que vous cherchez une voiture et votre cerveau reconstruit. Donc c'est pas exact en fait. La réalité, ce qu'on voit, c'est qu'une perception. D'ailleurs, en fait, on voit la réalité, on voit des murs qui sont denses, vous me voyez moi en tant que corps dense, mais en fait, je suis plein de vide et en majorité du vide, la matière, c'est en fait beaucoup, beaucoup de vide, un tout petit peu de matière qui vibre à une certaine énergie. Et notre cerveau, lui, reconstruit une réalité, ça nous permet comme ça d'évoluer, de grandir. C'est en fait un outil, si vous voulez. Et si je ne sais pas comment mon cerveau fonctionne, je risque de me faire bluffer par mon propre cerveau. Donc, toutes mes croyances, tout ce que j'ai appris de la réalité, tout ce que j'ai intégré, à un moment peut-être où mon cerveau, par exemple, était immature, et ben voilà, ensuite je reproduis ça consciemment, mais la plupart du temps inconsciemment. Et l'idée, c'est vraiment de commencer à être attentif. Alors, un petit peu l'écueil après, c'est qu'on va suranalyser en permanence. Et donc, voilà, ça c'est une phase, ça passe comme tout le reste. Mais voilà, à chaque fois que vous avez ces petites pensées toxiques qui vous disent un truc négatif sur vous, dites-vous, ok, il y a une erreur dans mon esprit. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans la clé numéro 2, mais c'est tellement crucial et important aussi pour cette vidéo-là. Stop contrôle, de comprendre ça parce que ces pensées-là vont ensuite immiscer en vous cette sensation de danger, d'imminence. C'est-à-dire, il faut faire attention. Attention à ce que je dis, attention à ce que je fais, comment je le dis, comment je le fais, quand je le dis, quand je le fais. Et puis il y a comme ça un peu cette idée que, ok, si dans le passé mes relations n'ont pas fonctionné, c'est parce que j'ai dit ça, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'étais comme ça, c'était moi le problème, j'aurais pas dû faire ci. Donc, a priori, à l'avenir, il faut que je contrôle absolument ça pour que. Et je suis comme ça dans une démarche d'éviter en fait, d'évitement de la souffrance. Et c'est quand même dingue que plus je cherche à éviter la souffrance et plus je risque finalement de m'en générer. Et c'est Carl Gustav Jung qui dit ça, ce à quoi on résiste persiste, c'est vraiment ça. Plus je cherche à éviter, à contrôler, à analyser, plus j'aborde les relations avec mon cerveau, moins finalement ça marche. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans l'énergie du cœur. Alors bon, c'est pas aussi, comment dire, noir ou blanc, aussi manichéen que ça. Donc je suis probablement pas uniquement dans ma tête ou uniquement dans mon cœur, mais c'est plus une question d'équilibre. Donc c'est, si vous voulez, de fonctionner depuis l'énergie du cœur tout en prenant son cerveau avec. Mais comme disait Einstein, c'est de plutôt suivre son intuition et d'utiliser le mental comme un serviteur fidèle. Voilà. Alors, comment on se met en sécurité justement quand on a plein de peurs comme ça et surtout qu'on a cette croyance inconsciente qui parfois s'immisce assez subtilement mais qui agit comme ça en sous-marin et qui commence à tranquillement, comment dire, mettre un voile noir sur votre vie comme ça. Eh bien, je vais me mettre en sécurité et puis je vais commencer à suranalyser et justement, comme je vous disais, c'est comme ça que je crée beaucoup de souffrance. C'est souvent aussi, bon, il faut dire ce qui est, nos émotions sont intenses, elles ne sont pas si faciles à accueillir et puis on commence à essayer de trouver des stratégies et quand on ne sait pas comment les émotions fonctionnent et comment les accueillir, on commence à utiliser des stratégies du mental. Et ça, je peux vous le dire parce que moi, je suis une experte de la stratégie mentale pour éviter les émotions, ça ne marche pas. C'est-à-dire, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne peut pas marcher, tout simplement parce que si je suis dans le mental, je suis dans le cortex préfrontal. Et puis les émotions se trouvent au niveau du cerveau limbique. Donc si vous voulez, elles se trouvent à un niveau inférieur. Et c'est déjà un cerveau qui va beaucoup plus vite. Donc jamais en fait je peux arrêter ce cerveau-là par le cortex préfrontal qui est l'aspect rationnel, tout simplement parce que ça va plus lentement déjà. En plus,
l'amygdale, donc qui est responsable de la réponse émotionnelle dans les situations nouvelles, est souvent suractivée chez les hypersensibles, et la rétroaction de notre cortex préfrontal fonctionne de manière moins efficiente souvent. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, bon, peut-être c'est un peu technique, peut-être ça vous barbe, tout ce que je raconte là, moi évidemment ça me passionne, mais peut-être pas vous. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, c'est voué à l'échec, vous allez réfléchir encore plus et votre émotion sera ici telle qu'elle, elle n'aura pas bougé, elle sera cristallisée là, et puis elle va finalement commencer à faire ce qu'on appelle une mémoire traumatique, et elle va un peu justement comme ça ressurgir au moment où vous vous y attendez le moins, et surtout où ça vous arrange le moins. Et justement, j'adore cette image-là, cette métaphore-là du cyclone, parce qu'en fait, c'est au cœur du cyclone que les vents sont les plus cléments. Ça veut dire quoi? Si le cyclone est la métaphore de mon émotionnel, qui est très intense chez les hypersensibles, alors après, il y a aussi les moins sensibles des hypersensibles et les plus sensibles des hypersensibles, mais il faut bien être conscient que c'est quand même une famille à part, donc au niveau émotionnel, on fonctionne différemment, et pas juste plus, mais différemment. Ça, c'est aussi très important de comprendre. C'est qu'on n'a pas juste des émotions plus intenses, elles sont plus intenses, elles sont aussi, comment dire, il y a derrière une vision du monde qui est différente, et puis un traitement de l'information qui est différent. Et si on ne connaît pas tout ça, et si on ne sait pas, comment dire, accueillir tout ça, alors on se retrouve justement en plein dans la tempête, en plein dans la tourmente. Et l'idée, c'est de développer cette capacité à retourner au cœur, c'est-à-dire absolument pas résister, lâcher le mental et laisser l'émotion suivre son cours. Et comme ça, le cerveau, en fait, fait ça très bien d'ailleurs. Il régule l'émotionnel parfaitement bien, et ensuite va émerger alors à ce moment-là, au moment où disons, vous avez réussi à utiliser pleinement le message que l'émotion cherchait à vous apporter, que finalement votre croyance et votre vision du monde évoluent. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de vous dire, l'hypnose et les techniques vraiment d'accueil émotionnel de pleine conscience, ça a totalement changé ma vie, et c'est uniquement quand j'ai commencé à appréhender ça que j'ai pu transformer ma vie. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, parce que voilà, on a tout ce passif comment dire, de conditionnement derrière nous, mais vraiment, vraiment, ça porte du fruit, et puis c'est très gratifiant, parce qu'à un moment donné, tout à coup, on se dit « Ah là, c'est marrant, parce que d'habitude, dans cette situation, je réagis très fort, et là, waouh !» Et c'est vraiment des moments comme ça, on ne comprend pas forcément, donc ça gêne un peu parfois. Mais alors, je peux vous dire que ça soulage vraiment beaucoup. Alors, ce qui doit arriver arrive. Alors là, ça fait un peu fataliste. Peut-être, on pourrait se dire ça, hein. Voilà, bah c'est écrit, il n'y a rien que je puisse faire. Je ne crois pas du tout à ça. Moi, je crois qu'on fait de son mieux, mais ensuite, le résultat ne nous appartient pas toujours. Et ce qui doit arriver arrive, dans le sens où il y a certaines décisions qui sont prises par notre, en anglais on dit le higher self, donc le soi supérieur, ou l'âme, je ne sais pas, dans vos croyances, comment vous percevez ça. Alors moi, à la base, je pense que quand j'étais enfant, j'étais assez connectée. D'ailleurs, il s'est avéré après coup que finalement j'avais une certaine, comment dire, facilité pour la médiumnité. Mais en tous les cas, ensuite, je m'étais justement suradaptée, j'avais surinvesti mon mental, je suis partie dans un job très cartésien. Et puis, bon, ces questions-là, franchement, ça ne m'occupait pas. Mais depuis, moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette clé-là de compréhension-là qui m'a permis de faire le pas dont j'avais besoin pour lâcher ce contrôle. C'était de réaliser que finalement, heureusement, il y avait comme une entité comme ça, supérieure de mon être, hein. C'est pas quelqu'un de différent de moi, ça fait partie de moi, ou j'en fais partie en tout cas. C'est comme si il y a dans le moi des aspects, une essence profonde qui m'échappe en fait, en tout cas au niveau du conscient, et qui régule un peu tout ça, et qui gère cette expérience-là. Et comme je me suis aussi beaucoup intéressée au spiritisme et à toutes ces notions-là, et j'ai vraiment étudié le sujet, je vous passe ici tout ce que, mais même d'un point de vue scientifique, pour moi ça fait vraiment, vraiment du sens. Je pars du principe que si vous voulez, l'incarnation a un but évolutif pour l'âme. Bon, je vous la fais courte encore une fois, parce que sinon moi, je peux vous en parler pendant des heures, peut-être ça ne vous intéresse pas forcément.
Mais en tous les cas, c'est-à-dire que par exemple, un élément très, très, très parlant de ça, c'est que, en fait, pendant que je réfléchis, souvent ça me rend anxieux. Parce que plus j'ai de pensées, plus les fréquences cérébrales vont augmenter, et plus je vais être anxieuse. Et puis ensuite, mon cerveau prend comme ça un pli d'être stressé, je suis sous hormones du stress en permanence. Et justement, ça s'installe le trouble anxieux généralisé. Donc pendant ce moment-là, j'oublie souvent de respirer. D'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est qu'on a après une respiration rapide et superficielle, et c'est ça qui maintient aussi tout ce système de stress en place. Là aussi, il y a des raisons physiologiques là derrière, mais on va dire ça, c'est que par exemple, j'oublie de respirer, et puis mon corps respire tout seul en fait, j'ai pas besoin d'y penser. Donc tout à coup j'ai faim et il y a comme ça une pulsion qui me pousse à manger, qui me pousse à boire. En fait, tout ce qui est vraiment nécessaire à la survie de l'individu se fait totalement en dehors du mental. Il n'y a pas du tout besoin de ça, il n'y a pas du tout besoin du conscient. Le corps est comme programmé et il y a une essence vitale là qui m'échappe. Donc voilà, je ne maîtrise pas du tout le moment, par exemple, où je vais mourir. C'est des décisions qui se prennent à un niveau supérieur de l'être, si vous voulez. Et ça, franchement, de réaliser ça. Imaginez-vous, par exemple, un enfant qui vient au monde. C'est quand même fantastique. Alors moi, vraiment, c'est un aspect, comme j'ai étudié ça pendant ma scolarité, puis après les études supérieures, ça m'a fasciné de réaliser, voilà, la femme, tout l'aspect hormonal du cycle menstruel de la femme qui libère à un moment donné un ovule. À ce moment-là, le spermatozoïde de l'homme qui entre un seul. Vous savez, il y en a a priori des millions qui sont libérés. Il y en a un seul qui finit sa course, qui parvient à entrer. Et comment l'ovule sait que c'est celui-ci, pas un autre. Et s'il y en a deux, ça foire tout. Et puis après, il y a ce programme qui s'enclenche. Voilà, la méiose, fascinant. Ensuite, des mitoses, ça crée les cellules se différencient, ça crée un embryon, il y a un cerveau, il y a un cœur qui se met à battre après 2 semaines après la conception, mais tout ça, mais c'est absolument fantastique. Et franchement, moi, je suis tombée enceinte, j'ai même pas cherché. Ça s'est fait, mon ventre commence à grandir. Un jour, il y a un enfant qui est sorti de là. Je peux vous dire, j'ai réfléchi à rien. Et d'ailleurs, plus je réfléchissais, pire que c'était parce que ça me mettait dans l'anxiété. Et comme ça, c'est quand même absolument magnifique, ce mystère-là. Et de se dire que moi, avec mon conscient, je vais pouvoir changer quoi que ce soit. Finalement, même à ma destinée, c'est presque, j'ai envie de dire, une erreur du mental. Alors ça ne veut pas dire que le conscient sert à rien, qu'il faut lutter contre le conscient, le mental, tuer l'ego, tout ça, j'y crois pas du tout. C'est simplement, encore une fois, comme disait Einstein, c'est un serviteur fidèle. Remettons-le à sa juste place et ne tombons pas dans cette illusion qu'avec toute notre pensée, notre marasme intellectuel, on va pouvoir finalement, comment dire, pouvoir contrôler ce qui se passe dans mes relations, où là en plus il y a un autre être qui est en jeu avec lui-même aussi, sa destinée, ses choix, et puis même l'imagerie cérébrale le démontre, c'est-à-dire que par exemple, on a l'impression qu'on prend une décision. Voilà, alors moi je suis quelqu'un qui prend des décisions dans ma vie et tout, j'ai les rênes de ma vie, machin. Puis, en fait, si on observe ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai, une forme de réflexion qui est totalement inconsciente, qui prend en compte un nombre de paramètres hallucinants qui nous échappent totalement, et tout à coup, la décision émerge au conscient, et là je me dis, ah, je prends une décision. Mais non, c'est le résultat de cette réflexion intérieure qui certainement fait intervenir tout un tas d'aspects de notre être qui nous échappent total, dans des émotions qui nous échappent total, et nous on se dit ouais, moi j'ai pris une décision. Et puis en plus après ça nous donne cette illusion que ben voilà, alors il y a la bonne décision et il y a la mauvaise décision. Si je prends la bonne décision, je suis heureuse. Si je prends la mauvaise décision, je suis malheureuse. Et je suis là, ah mais c'est quoi la bonne décision à prendre? Et en fait franchement, c'est déjà hyper fatigant, et puis en plus ben, c'est erroné, c'est-à-dire que ça me coupe de mon intuition, et vraiment je pense que nous les hypersensibles, si on se coupe de ça, on est malheureux en fait. Pourquoi on cherche trop à se conformer? On cherche trop à rentrer dans un moule, à essayer de comprendre, à tout maîtriser avec ce mental qui est en fait pas fait pour ça et qui est totalement dépassé, et ça nous met dans l'anxiété. Alors c'est vrai que moi je dis pas non plus que voilà, il faut rester assis comme ça sur sa chaise et puis attendre que voilà, que l'abondance vous arrive en ayant une attitude positive ou même des pensées positives, parce que là de nouveau c'est se dire que les pensées
c'est l'ultime, en fait, pouvoir, alors que non, le pouvoir est bien au-delà de la pensée. C'est, j'ai envie de dire, une question d'énergie, de vibration qui prend en compte avant tout l'état, en fait. J'ai envie de dire, la vibration intérieure, c'est-à-dire, c'est plutôt une question de ressenti et les pensées découlent de là. Voilà, toute cette théorie pour vous dire que franchement, si vous êtes encore là-dedans, dans cette illusion que ouais, il y a un truc que vous pourriez dire, faire, pas au bon moment, etc., pas de la bonne façon, qui fera que votre avenir ou votre relation de couple, ou tout va s'écrouler comme ça, ça c'est vraiment une illusion. C'est un mensonge que votre tête vous raconte. J'espère avoir réussi à vous convaincre. Bon, en même temps, disons, c'est juste une opportunité là que je vous offre, peut-être d'essayer de percevoir les choses autrement. C'est aussi que je vous explique un peu comment moi, ça s'est passé en fait, comment j'ai réussi à lâcher tout ce contrôle que j'avais qui vraiment me rendait malade. Donc j'ai envie de dire, l'interprétation des événements, de la vie, mais surtout, avant tout dans les relations, c'est un biais cognitif qu'on peut, on va dire, reprogrammer et pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire, pour notre plus grand épanouissement. C'est de réaliser que, voilà, cet être que je suis actuellement incarné sur Terre, en train de vivre cette expérience, c'est pas l'entièreté de qui je suis. Il y a quelque chose qui me dépasse, de beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus profond à cela. Et ça donne aussi à l'hypersensible, comment dire, cette dimension spirituelle à laquelle il aspire tant et qui donne finalement aussi un sens à cette expérience, ce dont nous avons tellement besoin, n'est-ce pas? Alors là, le stress aussi, justement, c'est un petit peu ce qui va créer et tout ce contrôle et toutes ces illusions, et ça qui va devenir le terreau favorable pour la relation toxique ou la relation dysfonctionnelle. Donc le manque de sécurité intérieure ou cette sensation que je dois tout contrôler parce que si je fais un truc de faux, tout m'échappe et tout va s'effondrer. Et si je dis un truc de faux, les gens vont se rendre compte à quel point je suis nulle et machin et truc. Et je sais pas ce que votre cerveau vous raconte. Voilà, ça nous pousse à entrer comme ça avec un biais cognitif dans une relation avec une personne avec qui ça va dysfonctionner parce que, en fait, si vous voulez, une relation, c'est deux êtres qui créent un lien énergétique. Et ça, c'est aussi ultra important de réaliser ça, c'est qu'il y a mon corps physique, mais franchement, il y a dans des dimensions énergétiques des choses qui se passent, qui nous échappent total et qui vraiment nous impactent de façon inconsciente. Et je peux vous dire que quand on commence à comprendre et à prendre la mesure de à quel point ça nous pousse à dire, à faire des choses qui finalement sont pas pour notre plus grand bien, alors là, on commence à se dire, ok, je vais peut-être être un peu plus attentif à ce qui se passe à mon état intérieur quand j'entre en relation avec quelqu'un. Donc encore une fois, les êtres se rencontrent parce qu'ils entrent en résonance. Hein. Ça, c'est de nouveau cette histoire de cerveau, comme je vous disais, qui va un peu voir en fait ce à quoi il s'attend. Il y avait une citation qui disait, les gens heureux vivent dans un monde heureux et les gens hostiles vivent dans un monde hostile. Alors c'est peut-être pas tout à fait exact là comme comment je la ressors, c'est comment je m'en souviens, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, et ça je peux vous dire, l'aspect énergétique impacte énormément cela. C'est-à-dire que moi, si par exemple j'ai un lien énergétique qui s'est créé à mon insu, on va dire ça, tout à coup, je vais rentrer dans quelque chose de sombre, d'anxiogène comme ça, et puis alors je vais avoir peur, en fait. Voilà, tout va venir, tout fait peur, en fait. Des petits événements deviennent des montagnes, etc. Et puis je règle le problème, et là, waouh, tout à coup, il y a plus de clarté, il y a plus de lumière, il y a plus d'espoir. Alors c'est vrai que pour voir, comment dire, un shift aussi important, il faut pas mal d'expérience, pas mal se connaître aussi comment un peu se libérer de tous ces liens énergétiques. Mais alors c'est ultra puissant et ça m'a permis une fois de plus de me conforter dans cette idée que voilà, c'est important d'être attentif à ce qui se passe au niveau de mon énergie, de comment je me sens. Et je pense que plus je suis sensible et plus je vais être impactée par ça. Aussi,
ça s'explique aussi par la science, par la profondeur dans le traitement de l'information, c'est-à-dire que tout à coup ce qui se passe, ça va générer plein de pensées, je vais essayer de comprendre, etc. Je vais essayer de savoir ce que j'ai fait faux, enfin bref, ça alimente tout un truc comme ça alimente de la peur, et puis je vais comme ça me sentir vidée d'énergie, parce que ça c'est une réalité, il y a vraiment des personnes qui ont cette capacité de nous prendre notre énergie, de nous insuffler des émotions qu'on n'avait pas, des modes de pensée qu'on n'avait pas. Ça c'est vraiment, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas pour vous, moi c'est quelque chose que j'expérimente et j'ai appris à détecter ça et à me libérer de ça. Vraiment, tout ce travail de construire cette sécurité intérieure, ça permet aussi de savoir, ok, là ça m'appartient, hein, ça me correspond, c'est la façon dont je pense, dont je conçois la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maintenant, tout à coup, je suis là dans la peur, j'ai des pensées comme ça, j'ai des émotions comme ça enfin, je ne sais pas d'où ça vient, c'est parfois justement en lien avec des liens, enfin, c'est créé par des liens énergétiques. Et puis, c'est important de détecter, ok, qu'est-ce qui en moi s'est passé pour que j'autorise inconsciemment ce lien. Je fais ce qu'il faut pour revenir dans une énergie plus importante, donc je vais d'abord casser ces liens. Et puis accueillir l'émotionnel, se remettre justement au centre du cyclone pour laisser tout ça, le cerveau, tout ça réguler tout seul. Et puis du coup, ça va me permettre d'avoir à nouveau cette clarté. Et en fait, il y a un truc aussi ultra important que moi j'ai compris qui a totalement changé ma vie, c'est que alors, justement, par le passé, je cherchais à rationnellement me mettre en sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu ce sketch de Gad Elmaleh qui dit Quoi? T'as peur en avion, toi? T'as peur en avion? Oh, mais quand même, mais pourtant, voilà, tu sais très bien que la physique dit que la poussée, etc. Et j'adore cette partie-là parce que c'est ce que j'essaie de faire tellement souvent. Donc, je suis là, cette personne qui a peur en avion puis qui essaie de se rassurer avec des données scientifiques et physiques, alors que tout à coup, on sait très bien qu'il y a un truc qui peut foirer puis l'avion s'effondre. Alors, qu'est-ce qui fait que je peux prendre l'avion en sécurité? C'est que voilà, je fais confiance à la vie, ce qui doit arriver arrive. Si vraiment je dois mourir maintenant, de toute façon je ne vais pas pouvoir l'empêcher, puis j'ai quand même envie d'aller en vacances en Espagne, donc je vais quand même monter dans cet avion. Voilà. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu, je ne sais plus malheureusement le titre de ce sketch, alors si quelqu'un s'en souvient, vous pouvez mettre un commentaire, fascinant, j'ai adoré ce bout-là. Et en tous les cas, justement, ce que je me suis aperçue, c'est que plus je pense, moins ça va. Alors pourtant, je réfléchis beaucoup, mais l'idée, c'est de construire en soi un espace comme ça qui est plus calme, où les pensées s'apaisent, et ça, on le fait tout simplement en se reliant à son ressenti. Et en fait, le cerveau ne peut pas à la fois sentir et penser, donc il va faire ou l'un ou l'autre. Et une fois que je suis à nouveau là, dans cet espace de tranquillité et de paix intérieure que j'ai appris à cultiver, c'est vraiment comme ça, c'est quelque chose qui se cultive, et c'est grâce à la neuroplasticité de la personne hypersensible qu'on peut apprendre ça, qu'on peut shifter, donc il n'y a pas de fatalité, même si vous êtes actuellement dans un trouble anxieux généralisé, avec un peu de temps, de persévérance et d'exercice, on peut vraiment revenir à cultiver, à construire en soi cet espace intérieur. Donc, il y a 3 options si jamais je manque de sécurité intérieure. Donc ça, alors peut-être vous appelez ça la confiance en vous, etc. Le fait, cette sensation de ne pas mériter. Mais en tous les cas, il y a 3 options. Quand on entre en relation, il y en a peut-être d'autres auxquelles je n'ai pas pensé, mais bref, il y a la pire des options. Alors la personne, parce qu'il faut savoir que le manque de sécurité intérieure, ça se sent très bien. Peut-être vous-même, vous l'avez aperçu. Si quelqu'un est timide ou manque de confiance en lui, ça se voit en fait. C'est perceptible dans son comportement, dans sa façon de se tenir, de parler, de s'exprimer. C'est un truc, on ne peut absolument pas en général cacher ça. Alors il y a des gens qui développent beaucoup d'assurance, mais c'est dans le too much après, voilà. Ils vont être hyper prétentieux et en fait ça cache souvent un manque d'assurance. Moi je trouve que ça se perçoit. Alors, cette personne-là, la pire des options, c'est qu'elle va détecter ça et puis elle va se dire, ok, avec elle, ça va être facile. Alors, c'est plus ou moins conscient, hein, vous me direz. Et puis, je vais pouvoir lui prendre son énergie, je vais pouvoir la manipuler comme je veux parce qu'elle aura tellement peur de me perdre que voilà, je vais pouvoir dépasser toutes les limites et puis finalement, elle ne va jamais s'en aller.
Et puis vous, ben, si jamais vous vous êtes attaché à cette personne, parce qu'encore une fois, c'est un lien énergétique qui est au niveau de la tête, qui n'est pas au niveau du cœur, mais qui crée cette dépendance, hein, parce que la personne donne peu et vous, vous êtes dans cette attente, vous voulez tellement être aimé, et comme vous mettez ce pouvoir dans l'autre personne de vous, en fait, c'est elle qui choisit si vous méritez ou pas, vous êtes dans ce lien de dépendance, et voilà, ça c'est le truc de la relation dysfonctionnelle par essence, la pire des pires des pires, et là vous êtes coincé parce qu'en plus, si vous changez, et ben vous savez que vous allez la perdre, donc vous êtes coincé là, vous n'osez plus bouger, et puis voilà, finalement, ça va être pire en pire, et ça en plus, ça fait genre l'estime de vous. Là, encore une fois, aucune fatalité, parce qu'à un moment donné, quand on touche le fond, ben, on en a marre, et puis on se dit, voilà, basta, bien que pourra, et puis voilà, j'en ai marre, quelque chose doit changer. Malheureusement, il y a des personnes qui restent. Mais finalement, c'est qu'il y a une forme d'équilibre, même instable, qui se met en place. Et puis, voilà, il y a des gens c'est peut-être un choix d'incarnation, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas les ressources pour aller plus loin. Mais dans la majorité des cas, quand on est bien accompagné, etc., il n'y a pas de fatalité, encore une fois. Et des fois, on est aussi étonné de voir ce que les changements que nous on fait peuvent avoir sur l'autre, parce que moi, le shift que moi je vais faire à l'intérieur va changer la dynamique relationnelle et ça peut aussi tout à fait changer le positionnement de l'autre. En tout cas, de toute façon, quand on fait des changements intérieurs, ça impacte la relation et l'autre va devoir trouver un moyen de s'adapter, sinon la relation, elle cesse. Et ça aussi, je vous transmettrai plus tard un poème que j'adore. C'est que les gens en général sont dans notre vie pour une raison, pour une saison ou pour une vie. Il y a des gens qui sont là pour une raison, pour nous révéler quelque chose en nous. Certaines personnes nous accompagnent un bout de temps et puis ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Et puis d'autres seront là toute notre vie. Et plus je cherche à forcer ça dans les relations, moins ça va. Et plus je souffre en fait. Alors, l'option la pire, je l'ai mentionnée, c'est celle qui vous utilise, qui vous manipule. Il y a l'option moins pire, mais qui quand même finalement vous piège, c'est celui qui veut vous sauver. Donc lui, il détecte que vous manquez de confiance en vous, et il arrive comme ça, tel le prince charmant, sur son cheval blanc et tout ça, ah, je vais te sauver. Et puis, qu'est-ce qui se passe là? Pareil, donc lui, il se sent mieux parce qu'il vous sauve vous. Ça lui permet de renforcer son estime à lui. Et puis du coup, eh ben, il y a une dynamique comme ça, dysfonctionnelle qui s'installe. Et puis vous osez non plus bouger parce que vous allez le perdre lui. Et du coup, ben, de nouveau, je commence à interagir au niveau de la tête et ça crée un peu moins toxique, mais ça crée quand même un lien toxique. La meilleure des options est la personne, en fait, elle voit au-delà. C'est-à-dire qu'elle a perçu ce manque de confiance, mais en dépit de cela, elle voit vraiment, elle s'intéresse à vous, elle a de la bienveillance pour vous, elle a envie de créer ce couple avec vous. Mais c'est clair que là, à un moment donné, ben, elle va vous rassurer, etc. Mais elle va avoir besoin que vous bougiez, quoi. Parce que j'ai envie de dire, demandez-vous si vous avez vraiment confiance, vous avez aussi besoin pour pouvoir vivre cette relation saine et exploiter tout le potentiel de cette relation, que la personne en face soit dans la même confiance. Sinon, c'est compliqué, il faut tout le temps rassurer l'autre, ça met de la jalousie, ça met tout un truc bizarre dans la relation. Et puis, ben, enfin, les gens, on les prend comme ils sont, on les aime quand même, mais quelque part, ça, si la relation est saine, c'est voué à évoluer. Et là, c'est vraiment, vous avez atteint le Graal, la personne avec qui vous allez pouvoir grandir. Et moi, je crois que c'est ça, le gage des relations lifetime, donc pour toute une vie, c'est quand ben justement il y a cette alchimie qui se crée et ces deux êtres totalement imparfaits qui entrent en relation et qui évoluent ensemble. Voilà, ça c'est vraiment fantastique et ça c'est merveilleux et en plus ça nourrit et puis on s'ennuie jamais. Voilà, ça c'est fascinant. Alors, une relation c'est saine, c'est quoi? Moi, je ne crois pas qu'il y a des relations saines et des relations malsaines. Je crois qu'on est toujours un petit peu entre les deux. Mais un des éléments pour moi qui est crucial, c'est comment je me sens avec cette personne la plupart du temps. Est-ce que j'évolue en fait? Parce que je peux souffrir, cette personne peut, parce que ça va arriver dans une relation, mettre le doigt là où ça fait mal chez moi. Mais est-ce que c'est possible dans la relation de mettre des mots là-dessus, de communiquer à propos de ça et d'évoluer ensemble? Ça, c'est vraiment pour moi le Graal. C'est ce qui nous permet finalement de continuer à évoluer et c'est grâce à ce miroir, à cette relation-là, ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec nos enfants, avec des amis, etc. Mais pour moi, c'est là que la relation continue de faire du sens et c'est dans ces situations-là que, ben voilà,
si chacun il trouve son compte, continue d'évoluer, la relation n'a aucune raison de s'arrêter. Et puis, quand je coupe ces liens au niveau du mental qui sont créés par l'ego, il reste toujours ce lien profond du cœur. Et voilà, là, je peux vraiment considérer que je suis épanouie dans une relation. On peut aussi à ce moment-là être détendu ensemble, on a du plaisir à partager parce que justement, en fait, finalement, l'énergie que la relation crée une certaine énergie et ça veut dire que l'énergie sera supérieure à l'énergie individuelle de chacun. Et c'est vraiment là pour moi que d'un point de vue spirituel, universel, ça fait du sens et que la relation peut continuer en fait. Parce que l'énergie, et ça je vais en parler aussi dans une future clé, l'énergie, l'univers, lui, cherche toujours à être efficient en termes d'énergie et il va pas la gaspiller si ça n'a aucun sens, si ça n'a pas un but ultime qui est d'aller vers plus de lumière. Alors ça, justement, je vais en reparler plus tard parce que la relation, c'est un élément crucial qui permet justement cette alchimie entre deux êtres qui choisissent en fait d'évoluer ensemble. Et ce genre de décision, ça c'est ma croyance, mais c'est ce que j'ai pu vérifier aussi avec les guides, avec qui je communique et avec tous les ouvrages que j'ai pu lire sur le sujet, etc. C'est vraiment que ces décisions sont prises à des niveaux supérieurs, même parfois avant l'incarnation, et on va choisir d'entrer en relation avec certaines personnes ou certains mêmes animaux pour nous faire grandir, pour que, in fine, tout ça aille vers la lumière. Et ça, c'est ma conviction, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'habite, c'est ça qui me donne de l'espoir, c'est qu'in fine, on retourne tous vers la lumière. Tout ça n'est qu'un voyage, aussi douloureux soit-il, quelle que soit la souffrance même dans laquelle je me trouve dans cette vie-là, le but ultime se trouve au-delà de ça, est bien plus grand et bien plus lumineux que ce que je ne pourrais imaginer. Alors voilà, j'ai envie de vous lire maintenant ce poème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les gens entrent dans notre vie pour une raison, pour une saison ou pour toute la vie. Si nous arrivons à déterminer pour chaque rencontre si nous l'avons faite pour une raison, une saison ou pour la vie, alors nous saurons comment réagir envers elle. Celui qui passe dans notre vie pour une raison, c'est généralement pour combler un besoin que nous exprimons, consciemment ou non. Il est là pour nous aider à traverser des difficultés, pour nous fournir des pistes, ou nous guider et soutenir, pour nous aider physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Il peut nous apparaître comme une aubaine, et c'en est une, et là parce que nous en avons besoin. Un jour, sans que nous n'ayons la moindre part de responsabilité, cette relation fera ou dira quelque chose qui brisera le lien. Peut-être. Mourra-t-elle ou partira-t-elle? Peut-être agira-t-elle de telle manière que nous ne pourrons continuer de cheminer à ses côtés. Ce que nous devons réaliser alors, c'est que notre besoin a été comblé, notre désir satisfait, qu'il n'y aura plus de raison de cheminer ensemble et qu'il devait être temps de se séparer. Celui qui entre dans notre vie pour une saison, parce que notre tour est venu de partager, d'évoluer ou d'apprendre, il nous apporte un sentiment de paix ou nous fait rire. Il se peut qu'il nous fasse découvrir quelque chose de nouveau ou nous fasse faire quelque chose dont nous nous sentons incapables. Celui-là nous apporte généralement une somme immense de joie, mais ce n'est peut-être que pour une saison. Et ceux qui sont là pour toute la vie, ceux-là nous forgent pour la vie, nous aident à construire nos bases émotionnelles. Notre tâche est d'accepter les leçons, d'aimer et de mettre ce que nous avons reçu et appris dans les autres relations qui émaillent notre vie. On dit que l'amour est aveugle, l'amitié, elle, est clairvoyante. Alors, personnellement, moi, je me suis mise en couple avec mon meilleur ami. Comme ça m'évitait d'être aveugle. Et puis, en plus, voilà, c'est le bonus. Alors, comment je mets un terme à la souffrance? C'est justement en comprenant ça, il n'y a rien à forcer. Voilà, si vous avez perdu une relation par le passé, ça vous a certainement fait souffrir, mais il y avait un sens à ça. Dites-vous que ça n'est jamais perdu, qu'on se retrouve, quoi qu'il en soit, dans des dimensions supérieures où tout cet ego, toutes ces peurs n'ont plus de place. Donc, ça, c'est vrai aussi ma conviction, on retourne tous vers la maison. Ça, vraiment de pouvoir, alors la plupart du temps, hein, c'est pas, encore une fois, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, c'est plus sombre que d'autres, mais vraiment, la plupart du temps, de nourrir cette conscience-là, cette conviction-là, si vous avez besoin d'infos, de livres
que vous pouvez lire, de creuser sur le sujet, voilà, dites-le moi, mettez un commentaire. Ça me fera plaisir de vous donner de l'information sur ce sujet. Et puis, je sais ce que je mérite, je sais que je peux vivre seule. Et là, quand je dis seule, je veux dire de façon autonome, hein, ça veut dire que j'ai plus besoin, ce besoin réfréné et vital et de survie d'être obligatoirement avec cette personne et je peux comme ça laisser les choses se faire. Ce qui doit se faire, ce qui doit arriver, arrive. Et ce qui ne doit pas arriver, arrive pas, malgré tous les efforts que je fais parfois pour forcer le chemin. Alors à ce moment-là, je suis prête pour entrer dans une relation avec une énergie constructive, avec une énergie saine. Je suis en mesure de créer une dynamique saine dans mes relations. Et l'autre n'est plus obligé de répondre à mes besoins pour que je l'aime. Alors là, encore une fois, la relation, pour moi, elle est conditionnelle. Parce qu'encore une fois, ça doit faire du sens au niveau de l'évolution de chacun. Mais l'amour, lui, est éternel. Il ne meurt jamais. Et ça permet de lâcher un peu tout ce toutes ces pensées et d'aborder les relations avec une dynamique beaucoup plus constructive et beaucoup plus saine. Et je peux aussi commencer à négocier. Dire voilà, moi j'ai ce besoin, tata ce besoin, on n'est pas forcément tout le temps aligné. Comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fait pour que chacun nous y trouvions notre compte et que personne ne se sente lésé? Je peux aussi être honnête, authentique, parce que je sais que en fait le lien ne dépend pas de cela. La personne n'est pas avec moi parce qu'elle aime mon physique, donc si je prends 5 kilos, elle ne va pas me quitter, elle est là parce qu'en fait on est dans un chemin d'évolution et in fine, elle voit en fait, peut-être ce que je peux ressentir ou percevoir d'elle, ou même là on commence à finalement voir les conflits comme étant un outil, tout devient un outil en fait d'évolution. Et ça, justement, la question des conflits, je vais aussi l'aborder dans une prochaine vidéo. Ça permet de sortir de cette idée, voilà, il y a un truc que je fais pas, que je dis pas au bon moment, pas de la bonne façon, qui va faire que soit ça va marcher, je vais me marier, mettre ma robe blanche, on va être heureux jusqu'à la fin de nos jours, faire avoir plein d'enfants, ou alors je dis le truc qu'il faut pas au moment où il fallait pas, de la façon qu'il fallait pas, puis là tout s'effondre, et puis je suis malheureuse. Et c'est comme dans Bridget Jones, je finis morte et bouffée par un berger. Je ne sais pas, pareil, si vous avez vu Bridget Jones, moi j'ai adoré ce film à l'époque, je me suis totalement identifiée à elle. et voilà, ça met un petit peu de dérision dans tout ça et aussi peut-être dans tous ces marasmes dans lesquels j'ai été. Et aujourd'hui, je me dis, mais oh là là, tellement d'énergie perdue à m'auto-flageller, finalement, ça pourrait et ça peut être beaucoup plus simple. Voilà, ça permet, c'est aussi important de réaliser justement que si je veux avoir toute cette énergie disponible pour créer, pour construire de nouvelles relations, je dois clore un peu le passé. Enfin, il faut, vous faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être conscient que tous ces liens qui me rattachent encore au passé, toutes ces colères, tous ces trucs, ces pensées, ces mensonges qu'on a intégrés suite à des relations passées qui se sont mal passées, tout ça, en fait, ça vous draine, ça vous prend votre énergie. Et ce travail de libération, de mettre un terme, de clore, en fait, voilà, toutes ces relations passées, de les laisser aller, de vous dire, ok, c'était ça, ce qui devait arriver arrive, qu'est-ce que j'en ai appris? Est-ce que je peux accepter, en fait, la situation comme elle est, que voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'on avait à ce moment-là, et puis je mets un terme. La dernière chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je le répète encore et encore parce que j'entends trop souvent ça dans ma patientèle et moi-même j'ai connu ça, il n'y a pas besoin de tout guérir pour entrer en relation et je pense même pas que ce soit possible en fait. On a franchement le droit légitime d'être en relation en étant imparfait, en ayant des blessures, parce que sinon franchement, qui c'est qui pourrait être en relation et simplement, l'idée, c'est d'utiliser la relation, ce qui s'y passe, de manière constructive pour grandir et pour aller vers de plus en plus d'épanouissement et finalement vivre une vie pleine de sens, pleine de surprises, très nourrissante et puis voilà, qui soit finalement à la hauteur de ce qu'on est venu expérimenter ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, mettez un commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi venir nous rejoindre dans le groupe Facebook L'amour hypersensible. Voilà, si vous avez des questions, pareil, soit en message privé, soit dans le groupe, je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Et je vous transmets encore tout mon amour et mes meilleurs vœux pour votre avenir. À bientôt.